1848. Bonjour à tous. Imaginez l'Europe entière secouée par une vague révolutionnaire sans précédent. Des rues de Paris aux places de Vienne, de Berlin à Budapest, des millions d'Européens se soulèvent simultanément contre leurs dirigeants. Les populations réclament des changements politiques, économiques et sociaux. C'est exactement ce qui s'est passé en 1848 lors de ce que l'on a appelé le printemps des peuples. 1848, une année charnière qui a vu des dizaines de pays touchés par des révoltes faisant vaciller les monarchies et redessiner la carte politique de l'Europe. Mais comment expliquer un tel embrasement ? Quelles étaient les revendications de ces révolutionnaires ? Et surtout, quelles ont été les conséquences de ce mouvement qui a fait souffler un vent de liberté sur tout un continent ? Découvrons ensemble cette période fascinante pour comprendre les racines, le déroulement et l'héritage de ce printemps des peuples qui a marqué un tournant dans l'histoire européenne. Pour comprendre l'ampleur de ce mouvement, il faut remonter quelques décennies en arrière, à l'époque où l'Europe se remet des bouleversements de l'ère napoléonienne. Oui, après la chute de Napoléon en 1815, les monarques européens se réunissent lors du congrès de Vienne. Et pendant 9 mois, les diplomates redessinent la carte de l'Europe entre bals et réceptions fastueuses. Leur objectif est clair, restaurer l'ordre ancien et étouffer toute velléité révolutionnaire. Le ministre autrichien, Metternich, qui est le véritable architecte de ce nouvel ordre européen, instaure un système complexe d'alliances et de congrès réguliers pour maintenir cet équilibre. Donc l'idée est claire, mettre sous cloche tout ce qui s'est passé de troubles révolutionnaires et revenir à la situation stable d'avant 1789. Mais sous cette apparente stabilité, les tensions couvent. L'Europe connaît en effet de profonds bouleversements. Tout d'abord, la révolution industrielle bat son plein. En Angleterre, le nombre de machines à vapeur est par exemple multiplié par 3 entre 1810 et 1830. Et cette industrialisation rapide entraîne l'émergence d'une nouvelle classe sociale, le prolétariat urbain. Des ouvriers qui vivent souvent dans des conditions misérables. Imaginez des enfants qui travaillent jusqu'à 14 heures par jour dans des filatures de coton. Mais face à cette situation, les ouvriers commencent à s'organiser. Et l'on voit par exemple en 1824 la légalisation des trade unions, ce qui marque le début du syndicalisme moderne. Parallèlement, toujours grâce à l'industrialisation, la bourgeoisie s'enrichit. Elle aspire alors à exercer plus de pouvoir politique, dans des régimes qui sont souvent très corsetés et dans lesquels le corps électoral, quand il existe, est souvent très réduit. En France par exemple, sous la monarchie de Juillet, qui dure de 1830 à 1848, sur 35 millions d'habitants, il n'y a que 240 000 Français qui ont le droit de vote. 240 000 sur 35 millions. Et la bourgeoisie, qui est de plus en plus puissante grâce à ses succès économiques, se heurte donc aux privilèges de l'aristocratie et l'autoritarisme des régimes en place qui refusent d'accorder davantage de pouvoir politique aux classes émergentes. Enrichissez-vous, se contente de dire Guizot, le ministre du roi Louis-Philippe, à la bourgeoisie, pour la dissuader de réclamer des droits politiques. Enfin, les idées des Lumières et de la Révolution française continuent de se diffuser, nourrissant les aspirations à la liberté et à l'égalité. On a des sociétés secrètes, comme la Charbonnerie en Italie, qui vont propager ces idées. Les années entre 1815 et 1848 ne sont pas très calmes. Et d'ailleurs, 1830 voit de multiples révolutions. En France, la monarchie de Juillet, celle de Louis-Philippe, qui remplace la tentative de monarchie absolue de Charles X. La Grèce et la Belgique obtiennent leur indépendance. Et en Pologne, comme en Italie, les peuples se soulèvent contre les occupants. À tous ces facteurs politiques et sociaux s'ajoute en plus une crise économique majeure. Dans l'industrie, c'est la surproduction. Bah oui, les machines s'améliorent, il y a de plus en plus d'usines, et donc on commence à produire trop. Et en 1847, par exemple, 500 000 ouvriers se retrouvent au chômage en France. Mais ça ne va pas mieux dans les campagnes. De mauvaises récoltes, en 1845 et 1846, provoquent une hausse des prix alimentaires. À Paris, par exemple, le prix du pain va doubler. Et c'est jamais bon pour le pouvoir quand le prix du pain augmente trop.
Ces années avant 1848 voient aussi la dernière grande famine européenne, la famine irlandaise de 1845 et 1849. 1 million d'Irlandais meurent de faim et un autre million émigre, principalement vers les États-Unis. Cette crise va frapper durement les classes populaires et accentue le mécontentement. Bref, bouleversements sociaux, tensions politiques, aspiration à la liberté, crise économique, tous les ingrédients sont réunis pour une explosion. Et d'ailleurs, le penseur Alexis de Tocqueville déclare dans un discours assez prophétique à la Chambre des députés le 29 janvier 1848, je cite, « Nous nous endormons sur un volcan. Est-ce que vous ne ressentez pas, messieurs, par une sorte d'intuition instinctive, que le sol tremble de nouveau en Europe? Est-ce que vous n'apercevez pas un vent de révolution qui est dans l'air ?» En fait, il a raison, toute la poudre est rassemblée, il ne manque plus qu'une étincelle. Contrairement à ce que l'on croit souvent, au tout début de l'année 1848, ce n'est pas à Paris que les événements commencent, mais en Italie. Oui, à Milan précisément. Dès le 3 janvier, les habitants décident d'arrêter de fumer pour ne plus payer les taxes aux Autrichiens. Alors ça crée des tensions et même des violences avec les troupes autrichiennes. En Sicile ensuite, le 12 janvier, le peuple se soulève contre le roi des deux Siciles et il réclame une constitution, la fin des abus du pouvoir central. Turin et Florence rejoignent la contestation un mois plus tard. À Paris, c'est le 22 février que la ville s'embrase. Des milliers de Parisiens se révoltent contre la monarchie de Juillet, dirigée par le roi Louis-Philippe. Alors la contestation du régime n'était pas nouvelle, cela dit. Ça faisait déjà 1 an que les Français avaient pris l'habitude de se réunir au cours de banquets. Oui, un banquet, c'est bien pratique pour contourner l'interdiction des réunions politiques. Parce que pendant qu'on mange, on peut faire des discours, parler politique et réclamer des changements, comme l'établissement d'une république. Alors Louis-Philippe n'était pas dupe, et il s'agaçait de plus en plus face à cette campagne de banquets. Et c'est pour ça que le 22 février 1848, il va interdire l'un d'entre eux. Des manifestations éclatent alors et dégénèrent rapidement. Des barricades s'élèvent dans les rues, l'armée pactise avec le peuple, ça non plus, c'est pas très bon pour un dirigeant, et en 3 jours, la monarchie de Juillet s'effondre. Le roi abdique et la Seconde République est proclamée. Alors cette révolution parisienne fait l'effet d'une onde de choc à travers l'Europe. Et inspirée par l'exemple français, des soulèvements éclatent dans plusieurs capitales. Metternich, le chancelier autrichien, l'avait bien dit, « Quand Paris s'enrhume, l'Europe prend froid ». À Vienne, Berlin, Milan, Budapest, les peuples se mobilisent pour exiger des réformes, et partout les monarchies vacillent. Alors si chaque révolution a ses spécificités, on observe que les revendications sont souvent similaires. D'abord, des libertés fondamentales, liberté de la presse, droit de réunion, suffrage universel, etc. Ensuite, des changements politiques, avec des demandes de constitution et de parlements élus. Enfin, des réformes sociales pour améliorer les conditions de vie des ouvriers. En France, par exemple, la création des ateliers nationaux assure un droit au travail pour tous. En Autriche, le pouvoir de Metternich lui-même, qui était le symbole du conservatisme européen, un symbole de ce congrès de Vienne depuis 1815, donc le pouvoir de Metternich s'effondre sous la pression. Et Metternich lui-même est contraint à la démission en mars 1848. Alors lui, le symbole de l'ordre ancien, doit se déguiser en laquais pour échapper aux révolutionnaires et il va passer plusieurs jours caché dans un grenier avant de pouvoir quitter la ville. L'empereur, Ferdinand Ier d'Autriche, est aussi contraint d'abdiquer en faveur de son neveu, François-Joseph. Oui, c'est le célèbre Franz de Sissi impératrice. Donc François-Joseph qui à l'époque est âgé seulement de 18 ans. Dans les États allemands, l'agitation gagne aussi du terrain. À Francfort, le 31 mars, un parlement se réunit dans l'église Saint-Paul, marquant le début des efforts d'unification allemande. Et c'est d'ailleurs là que le drapeau, noir, rouge, or, symbole de l'unité allemande, est adopté officiellement pour la première fois.
C'est d'ailleurs l'origine du drapeau allemand actuel. À Berlin, le roi Frédéric Guillaume IV cède aux manifestants. Il promet des réformes constitutionnelles. Et l'onde de choc atteint aussi les colonies. Quand la Seconde République, généreuse, libérale, va abolir définitivement l'esclavage en France le 27 avril 1848, la contestation gagne les îles voisines, Cuba et même Porto Rico. Mais toutes ces révolutions ne sont pas seulement politiques. Dans certaines régions, elles prennent aussi une dimension nationale. À Milan, les insurgés vont chasser les Autrichiens, avec l'espoir de voir l'Italie se réunifier. L'Italia farà da sé, disent-ils. L'Italie se fera d'elle-même. Les Hongrois, sous l'impulsion de Lajos Kossuth, réclament l'autonomie au sein de l'Empire austro-hongrois, et ils obtiennent d'ailleurs une quasi-indépendance. Les Tchèques, les Polonais veulent aussi défendre leur identité et leur indépendance nationale. Le printemps des peuples est donc tout à la fois une lutte pour la liberté et une quête d'émancipation nationale. Malgré l'ampleur du mouvement, la plupart de ces révolutions échouent. D'abord, à cause des divisions au sein du camp révolutionnaire. Les libéraux bourgeois, eux, veulent des réformes modérées et ils ne s'entendent pas toujours avec les classes populaires qui exigent des changements beaucoup plus radicaux. Le peuple ne veut pas de la régence, il veut la République. La République, tout de suite, sans attendre. Citoyens, citoyennes, je suis le député Alphonse de Lamartine. Moi aussi, je suis pour la République. Mais on ne change pas de régime par la force, sous peine de faire sombrer le pays entier dans la guerre civile. Commençons par faire la paix, citoyens. Il faut étancher le sang qui coule. Il faut suspendre ce malentendu terrible qui existe entre les différentes classes de citoyens et qui nous empêche de nous reconnaître comme un seul peuple. À Francfort, où l'on cherche à unir l'Allemagne, les débats sur la Grande Allemagne, incluant l'Autriche, ou la Petite Allemagne, excluant l'Autriche, divisent profondément les députés. En France, la fermeture des ateliers nationaux en juin 1848 provoque une insurrection ouvrière très violemment réprimée par le général Cavaignac, qui agit pour le gouvernement républicain. Alors c'est une fracture profonde et durable entre la République et les ouvriers. 1500 morts, fusillés sans jugement, et 11 000 emprisonnements ou déportations. Une autre cause qui peut expliquer l'échec de ces révolutions vient de la brutalité de la répression. Grâce à leurs armées, les monarchies écrasent les révoltes et reprennent le contrôle, comme en Pologne, où les armées russes et prussiennes vont justement écraser le soulèvement. En Autriche aussi, le jeune François-Joseph fait entrer ses troupes le 31 octobre à Vienne pour reprendre le pouvoir. Les défaites militaires sont enfin une autre cause de ces échecs. Les armées du royaume de Piémont, qui affrontent l'Autriche dans le nord de l'Italie, sont battues. Et le roi de Piémont, Charles Albert, qui a soutenu l'unité italienne, est contraint d'abdiquer en faveur de son fils, Victor Emmanuel II. La dernière poche de résistance, la Hongrie, tient bon jusqu'en août 1849. Lajos Kossuth, le leader de la révolution, va jusqu'à proclamer la déchéance des Habsbourg. Mais l'intervention de l'armée russe, appelée à l'aide par François-Joseph, va sceller le sort de la révolution. Le bilan immédiat semble donc bien maigre. En France, après quelques mois d'euphorie républicaine, l'ordre conservateur reprend le dessus. Et d'ailleurs, comme un symbole à Paris, c'est justement le candidat du parti de l'ordre, un certain Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, qui est élu président de la République en décembre 1848. En Autriche et en Prusse,
les monarchies réussissent à réprimer les révoltes et à rétablir leur autorité. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, qui avait promis une constitution, fait volte-face. Le 5 décembre, il dissout l'Assemblée nationale et impose sa propre constitution, beaucoup plus conservatrice. Les tentatives d'unité italienne et allemande échouent également face aux répressions et aux défaites militaires. Mais pourtant, si l'on regarde bien, sous ces apparences de retour à l'ordre ancien, les graines du changement ont été semées. Les idées de liberté, d'égalité, de nationalité continuent à germer dans les décennies suivantes, transformant profondément le paysage politique et social de l'Europe. En Allemagne et en Italie, l'unité nationale, l'idée d'unité nationale, bien qu'écrasée en 1848, va ressurgir pour aboutir à l'unification de ces pays. D'ailleurs, le royaume de Piémont-Sardaigne, qui reprend le flambeau de l'unité italienne, n'est pas revenu sur les libertés accordées en 1848. Enfin, ces révolutions ne sont pas spécifiques à l'Europe, et l'histoire globale, depuis les années 80, tend à associer le printemps des peuples à un mouvement finalement plus vaste de contestation et de soulèvement à l'échelle mondiale. Alors soulèvement lié à l'industrialisation, au désir de liberté et au progrès de la presse. Ce serait donc plus une période de trouble qu'un événement localisé seulement en Europe. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré au printemps des peuples. J'espère que ce voyage dans le temps vous a permis de mieux comprendre cette année clé de 1848. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire sur les plateformes de podcast. Et comme toujours, vos avis, vos commentaires, même vos suggestions pour de nouveaux sujets sont les bienvenus. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.